Bonjour. Avez-vous entendu parler du glutamate? Le glutamate, appelé aussi MSG ou monosodium glutamate, est un exhausteur de saveur. Le glutamate nous intéresse car c'est l'additif alimentaire le plus consommé sur la planète, puisqu'en moyenne, on en consomme 250 grammes par humain, tous âges confondus, soit 2 millions de tonnes par an. C'est un exhausteur de saveur, ce qui signifie que le goût des aliments auxquels on en rajoute une petite quantité est plus perceptible et plus intense. C'est aussi un des goûts fondamentaux appelés umami, ce qui veut dire savoureux en japonais. Le glutamate est ce qu'on appelle un acide aminé. 22 de ces substances entrent dans la composition de notre matière vivante, les protéines, et il y a environ 500 acides aminés dans la nature. Et tout le monde est exposé au glutamate dans l'alimentation sans le savoir. Il représente en effet, en moyenne, 30% de la matière protéique, que ce soit la nôtre, celle des animaux, des végétaux et des champignons que nous mangeons. Alors que les 21 autres acides aminés sont beaucoup moins représentés dans les protéines. Éviter le glutamate, comme le préconisent certains, signifie donc arrêter de manger. C'est en 1908, au Japon, qu'un savant a identifié que le goût particulier du varech, algue très utilisée en cuisine japonaise, le fameux umami, était dû au glutamate. Sa découverte eut très vite un grand succès et la demande fut très forte dans la population pour ce concentré d'umami. À l'époque, pour produire 30 grammes de glutamate, il fallait 40 kg d'algues. C'était très peu rentable et très cher, mais le succès était là. Après différentes méthodes d'extraction, dont un affreux essai de synthèse dans les années 60, on est parvenu à produire le glutamate par une fermentation bactérienne naturelle, par des corynobactéries qui produisent le glutamate à partir de glucides, des sucres, issus de betteraves sucrières, de canne à sucre, de tapioca et de mélasse. Le résultat est une poudre blanche inodore. Mais où trouve-t-on le glutamate dans les aliments? Comme j'ai dit précédemment, le glutamate est le composant principal des protéines, donc il est présent dans tous les aliments. Il existe de nombreuses listes du contenu en glutamate naturel dans les aliments, comme celle qui suit, où l'on voit que les amandes et les graines de courge contiennent 6% de leur poids en glutamate et le varech seulement 1,6%, qui sert pourtant de base pour l'extraction du glutamate. Mais le glutamate ajouté aux aliments se trouve dans de multiples préparations, comme les protéines végétales hydrolysées, les extraits de levure, les bouillons cubes, en pâte ou en poudre, les potages industriels, qu'ils soient liquides ou en poudre, les sauces en conserve, des charcuteries, pizza, quiche, lasagne, chips et autres produits pour apéritifs, et toutes les préparations industrielles. Donc vous devez lire la composition des aliments transformés que vous achetez, qui à part le glutamate, contiennent une foule d'additifs chimiques, plus ou moins répertoriés et plus ou moins toxiques. Mais il y a aussi d'autres sources du goût umami. Ce sont les guanylates et les inosinates, et qui viennent de composants de l'ADN. Ils sont fréquemment ajoutés au glutamate dans les préparations industrielles. Et pour connaître le contenu de ce que vous achetez en exhausteur de goût, voici les codes à rechercher dans les composants. Le glutamate est très utile pour donner un semblant de goût à un aliment de mauvaise qualité. Et il est donc très utilisé dans l'industrie agroalimentaire, dans la restauration et dans les commerces où nous faisons nos achats de nourriture. Et le glutamate a des effets multiples sur notre corps. D'abord, son absorption dans l'intestin est rapide et totale. Mais les cellules de la surface intestinale en prélèvent plus de 95% pour se nourrir et le passage sanguin est donc faible et fluctuant. Les effets digestifs du glutamate participent activement au processus en augmentant les sécrétions salivaires, gastriques et du pancréas, en accélérant aussi la vidange de l'estomac, mais aussi en activant les cellules cérébrales impliquées dans l'appétit, la thermorégulation, la mémoire et la fonction intestinale via le nerf pneumogastrique, qui est un nerf crânien. Sur les reins, le glutamate
aide au maintien de la pression artérielle et le volume sanguin. Les autres tissus et cellules caractérisés par la présence de récepteurs au glutamate sont la peau, le foie, le cœur, le thymus, la rate, les bronches, les organes génitaux, les os avec les ostéoblastes et les ostéoclastes. Et enfin, les effets majeurs du glutamate sur le cerveau. Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur qui participe au développement cérébral chez le fœtus, mais plus tard agit dans la mémorisation et l'apprentissage. Son action sur le cerveau elle est paradoxale. Le glutamate est indispensable au bon fonctionnement du cerveau, mais son excès est toxique. On parle alors d'excitotoxicité et on constate des altérations des neurones qui peuvent mener à leur destruction. Son antagoniste est le GABA, neurotransmetteur apaisant et anti-stress. Et le glutamate est aussi impliqué dans des addictions. Ce que les industriels de l'agroalimentaire ont bien vite compris, en voyant les différences de chiffres de vente entre un paquet de chips avec ou sans glutamate, il en va de même pour les charcuteries et les préparations de mets industriels. Le glutamate remplit donc des fonctions physiologiques indispensables, mais un état pathologique apparaît en cas d'excès de cette substance. Les risques associés au glutamate font que dans beaucoup de régimes, on tente de l'éliminer de la diète, ce qui est une illusion d'optique, mais le glutamate surajouté présente un certain intérêt et quelques avantages pour la digestion, pour autant que son utilisation soit très limitée. Et dans les limites d'une utilisation sans excès, il n'y a pas du tout de danger à en consommer. On lit ça et là que le glutamate est un produit chimique de synthèse toxique. Cette affirmation est 100% inexacte. La production de glutamate synthétique a cessé en 1973 et actuellement c'est uniquement par fermentation naturelle qu'il est obtenu. Mais il existe tout de même des altérations de la santé dues au glutamate. Et d'abord, lorsqu'il est injecté, il est particulièrement dangereux pour le cerveau. Le glutamate est utilisé comme stabilisant dans des vaccins et d'autres médicaments. Il y a des allergies, bien que certains les mettent en doute. En 28 ans d'activité en allergologie, j'ai découvert une centaine de cas prouvés en corrélation avec les symptômes d'urticaire, notamment urticaire idiopathique, urticaire au froid, urticaire solaire, urticaire à la pression, d'angioëdème à répétition, soit une urticaire géante, ainsi que d'asthme. La preuve s'obtient avec un test MELISA TTL et par des tests de provocation. Les cas d'intolérance sont beaucoup plus abondants et sont communément appelés le syndrome du restaurant chinois. Mais nous l'avons vu, le glutamate n'est pas une exclusivité des restaurants chinois et dans la majorité des cuisines privées ou des restaurants, il est très largement utilisé pour masquer le manque de qualité des aliments. Le syndrome du restaurant chinois produit des symptômes qu'on appelle cholinergiques. Ce qui est logique puisque le glutamate stimule tout l'axe digestif et les viscères, comme le fait le neurotransmetteur du système nerveux parasympathique, acétylcholine. C'est pourquoi, avec de fortes doses de glutamate, on voit des symptômes digestifs, avec un mal de ventre, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de l'hypersalivation, ou des symptômes bronchiques avec de l'asthme, ou encore musculaires, avec ce qu'on appelle des fasciculations, et des crampes, et enfin cutanées avec des rougeurs faciales et du corps. Les tests pour le diagnostic ne sont pas fiables, et dans de nombreuses études, les résultats sont peu significatifs. C'est vrai que l'état du microbiote intestinal ou la perméabilité de la muqueuse digestive ainsi que la consommation d'alcool interfèrent avec les résultats. D'autre part, il a été démontré que la toxicité du mercure modifie aussi la réactivité au glutamate, et cet état toxique est très répandu dans la population. Le glutamate est aussi un neurotoxique, et les neurones peuvent être détruits en cas de haute concentration tissulaire.
d'où son rôle suspecté dans plusieurs maladies neurologiques, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la chorée de Huntington, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA, dans des cas d'épilepsie, dans diverses affections psychiatriques, dans l'autisme, l'hyperactivité, le déficit d'attention, dans les phénomènes de dépendance aux drogues et d'addiction, mais aussi dans des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et d'autres maladies auto-immunes. Il est difficile d'augmenter de manière significative le taux sanguin de glutamate avec de fortes doses par voie orale. En revanche, il a des effets directs sur les organes du goût qui ont des conséquences sur l'intégrité du tissu cérébral. Pour ce qui concerne le cerveau, on peut dire que trop de glutamate produit une inflammation cérébrale, surtout en présence de thymérosal, soit de l'éthylmercure utilisé comme conservateur des vaccins, de quelques gouttes oculaires et de cosmétiques. Le glutamate augmente la toxicité des toxiques environnementaux, notamment celle du mercure dans les neurones. Une étude montre que dans les neurones, le thymérosal, donc l'éthylmercure, développe toute sa toxicité en présence de glutamate. Et c'est notamment le cas avec certains vaccins où le glutamate est utilisé comme stabilisant. Et le glutamate injecté est particulièrement toxique pour le cerveau. En revanche, un taux bas de glutamate préserve les neurones de la toxicité du mercure. Le glutamate et la grossesse. La consommation exagérée de glutamate par une femme enceinte dans le premier trimestre de la grossesse peut altérer le développement du cerveau du fœtus ou peut provoquer autisme, déficit d'attention, hyperactivité chez l'enfant à naître. Ces syndromes représentaient une naissance sur 2000 en 1960 et une naissance sur 150 en 2013. Il y a encore une action du glutamate sur le système endocrinien et les glandes. L'hypothalamus, structure dans le cerveau qui est la jonction entre le système nerveux et le système endocrinien, on a démontré que le glutamate à dose élevée sur les organes du goût, de la langue, du pharynx, mais aussi du tube digestif, provoque des lésions des neurones de l'hypothalamus. Ce qui a pour effet de gêner la fonction de l'hypophyse et des glandes qui en dépendent. Et c'est ainsi qu'on observe des cas d'obésité. Par exemple, la consommation de 5 g de glutamate par jour augmente de 30% le risque de surpoids. Il y a aussi des défauts de croissance, des altérations de la fertilité, des problèmes de diabète de type 2 par l'augmentation de la production d'insuline et apparition d'une résistance à l'insuline, de diabète de type 1 car le glutamate génère une réaction auto-immune qui conduit à la destruction des cellules productrices d'insuline. Il y a aussi des cas de dégénérescence de la rétine car l'acide glutamique dans l'humeur aqueuse provoque un amincissement rétinien. Le glutamate et d'autres excitotoxines augmentent les symptômes de fibromyalgie et de côlon irritable. Chez les personnes souffrant de fibromyalgie, une diète sans glutamate réduit les symptômes d'un tiers. Et enfin, glutamate et cancer. Aux concentrations physiologiques, le glutamate est très important pour le bon fonctionnement du système immunitaire, qu'il soit anti-infectieux ou antitumoral. Les lymphocytes T sont altérés aux concentrations plus élevées de glutamate. Et en cas de forte concentration de glutamate, les cellules cancéreuses deviennent plus mobiles, expansives, avec un effet parfois fulgurant. D'autant plus que les cellules cancéreuses libèrent une quantité importante de glutamate. Une réduction de la libération de glutamate par les neurones peut avoir un effet favorable sur les métastases osseuses de cancer du sein, ce qui explique le bénéfice de la méditation. Le glutamate exacerbe la toxicité des cancérigènes environnementaux, en particulier, comme je l'ai déjà dit, celle du mercure, mais aussi celle des nitrosamines. Ingérer du glutamate augmente la sensibilité aux cancérigènes. En conclusion, il faut retenir que le glutamate est un produit naturel et a priori non toxique.
que l'ajout de petites quantités, environ 0,1 à 0,5 grammes quelques fois par semaine, a des effets plutôt positifs sur le processus digestif dans son ensemble. L'ajout de glutamate stimule l'appétit des malades et des bien portants, ce qui n'a pas que des avantages. Mais il y a des effets désagréables qui ne sont pas anodins, avec de rares cas d'allergie vraie, en particulier pour les urticaires, des intolérances, et avec de fortes doses, une toxicité pour le système nerveux, une contribution au développement de cancer. Je n'aime pas les exhausteurs de saveurs ajoutés car ils provoquent un abaissement de l'acuité de perception des goûts. Avec le glutamate, tout a la même tonalité puissante, umami, quel que soit l'aliment, et cela constitue un appauvrissement de la capacité de discerner les goûts, ce qui est très dommageable. Les aliments contiennent déjà beaucoup de glutamate naturel dans leurs protéines, donnant un goût umami suffisant et nuancé. Malheureusement, nos contemporains consomment quotidiennement d'assez grandes quantités de glutamate, ce qui participe à la baisse de qualité des mets et à la standardisation du goût, désormais ancré dans la restauration, y compris dans le fait maison. Merci d'avoir suivi cette vidéo et si cela vous a intéressé, suggérez des sujets qui vous intéressent dans les domaines de la santé, la médecine, la nutrition, la toxicologie, les technologies alimentaires, conservation, fermentation, cuisson et les recettes de cuisine. Pour tout cela, abonnez-vous pour recevoir une notification à chaque nouvelle sortie, cliquez sur la cloche et partagez cette vidéo.